On va maintenant s'intéresser aux différents actifs qu'on peut avoir. Donc la panoplie des actifs financiers, elle est vraiment grande, elle est vaste, il y a beaucoup de choses. Chacun va avoir son mode de calcul et ses produits qui lui sont propres. Comme c'est un guide pour débutants, une formation pour ceux qui commencent vraiment sur les marchés, je resterai axé sur les principaux actifs et je parlerai donc pas des choses un peu plus complexes, ok. Comme les options, les contrats à terme, les matières premières, qui nécessitent des connaissances et des capitaux beaucoup plus importants. Donc, on va regarder les principales choses, à commencer par le Forex. Donc, le Forex, c'est probablement le type d'actif ou l'actif, on va dire, le plus populaire qui est. Donc, c'est en fait, enfin, le principe du Forex, c'est des transactions sur les paires de devises. Alors, il y a plein de paires de devises. Pour en citer quelques-unes, il y a l'euro-dollar, le GBP USD, l'euro franc suisse, etc. Ça va toucher donc toutes les devises. Ça va être la livre sterling, le yen japonais, le franc suisse, le dollar, l'euro, bref, tout ce que tu veux. Donc, il y a des paires majeures, il y a des paires mineures. Les paires mineures, ça va être tout ce qui est exotique, comme des paires, je sais pas, le pesos mexicain, le ZAR sud-africain, la lire turque et des choses comme ça. C'est des choses un petit peu moins conventionnelles. C'est des paires de Forex où il y aura plus de frais, donc je vais plutôt t'inviter, si tu veux trader le Forex, à rester sur les paires majeures, euro-dollar, euro-franc suisse, GBP yen, AUD, NZD, etc. Donc ça, c'est pour le Forex. Donc le fonctionnement de base du Forex, ça fonctionne déjà toujours par paire. Donc je vais prendre un petit tableau, ok. Donc quand, par exemple, je sais pas, tu as la paire euro-dollar, ok. Euro, on va mettre dollar comme ça. Tu peux soit l'acheter, soit le vendre. Donc première chose qu'il faut que tu saches, c'est que quand on achète une paire, on vend automatiquement sa contre-valeur. Donc, si je suis acheteur sur l'euro-dollar, ça veut dire que j'achète de l'euro et je vends du dollar. Au contraire, si je suis vendeur sur l'euro-dollar, ça veut dire que je vais vendre des euros et je vais acheter du dollar. Ça, c'est la première chose. Ok. Donc, à savoir que quand tu achètes une valeur, tu vends automatiquement la valeur de contrepartie. Ok. Maintenant, on reprend toujours l'euro-dollar. Ok. L'euro-dollar, donc, pour que l'euro-dollar monte, ok, pour que l'euro-dollar monte, il faut qu'on ait un euro qui monte et un dollar qui baisse. Ça, c'est la première chose. Ok. Euro qui monte, dollar qui baisse, ça va faire monter la paire. Deuxième chose, si on a l'euro qui stagne et le dollar qui baisse, là aussi, ça va faire monter la paire. Ensuite, si l'euro baisse et le dollar monte, bien évidemment, l'euro-dollar va avoir tendance à baisser. Et si le dollar baisse et l'euro baisse et le dollar stagne, la paire va baisser également. Ok, donc ça c'est le principe de base pour ce qui est du forex. On a ensuite le calcul de la taille de position qui fonctionne en lot. Donc le forex fonctionne en lot. Un lot égale 100 000 unités. Ok. Bien évidemment, il y a des effets de levier et autres. Et puis, ça fonctionne en pips. Donc, pour un lot complet, un pip, ça va faire en général 10. Donc, 10, on va dire, dollars. Ou autre, si c'est USD AUD, par exemple, ce sera 10 AUD. Si c'est euro franc suisse, ce sera 10 francs suisses. Donc, 10 de la paire de contre-valeurs. Le pips, c'est la variation de la décimale. Ok. Donc après ça c'est un petit peu plus technique, c'est un peu plus dans le calcul de taille de position, on verra peut-être ça un peu plus tard. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour le Forex, c'est que ça fonctionne toujours par deux, par paire. Si tu achètes une paire, tu vends l'autre et vice-versa. Et puis ça fonctionne pour les tailles de position avec des lots et des pips. On va ensuite avoir les actions. C'est un autre marché qui est très populaire, c'est aussi appelé souvent le marché des titres. Donc là, ça va être
concrètement l'achat de parts d'entreprises qui vont être cotées en bourse. On va avoir du Apple, du Amazon, du Total, du BNP, enfin bref, toutes les actions qui existent. Chaque action a sa place propre de cotation. Donc ça va être États-Unis, Europe, et puis ensuite ça va être par indice. Les titres sont cotés en prix, comme je dis, par rapport ou par action selon leur place de marché. Donc, comme je disais, l'action Apple, elle est actuellement à 150, maintenant elle est à 150 dollars, elle était à 165 quand j'avais écrit ce e-book. On remarquera un prix en dollars. Donc, l'action Apple, elle cote sur le Nasdaq, elle fait aussi partie du S&P 500. Parfois, une action peut être dans deux indices, mais sa place de cotation principale, c'est les États-Unis sur la place Nasdaq. Ok ? Donc, pour une action française, le prix sera plutôt en euros. Certains titres peuvent, en plus du rendement de l'action, rapporter un dividende par action. C'est souvent le cas des entreprises qui sont dans tout ce qui est banque, finance, matières premières. On appelle ça des actions un peu plus défensives, qui en termes de performance feront un peu moins bien que les techs, mais auront des dividendes très intéressants. Ensuite, on va avoir les indices. Ok. Donc les indices, c'est la représentation des actions les plus importantes du pays. On a par exemple le S&P 500, ok, qui inclut les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grandes technologiques. En l'occurrence, on a le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes entreprises de France, le DAX pour l'Allemagne, etc. FTSE en Angleterre. Encore une fois, chaque pays va avoir ses indices. Le fonctionnement de base, c'est que les indices, ils peuvent être travaillés sous différentes formes. Alors, tu as l'indice qu'on appelle cash, qui lui est la représentation de l'indice en général, qu'on ne peut pas trader directement. On va utiliser des produits en général dérivés. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des contrats à terme, c'est le plus connu, hein, futur aussi, on appelle ça souvent les futurs, en CFD, Contract for Difference, ou encore via des ETF ou même des options. Dans tous les cas, la cotation des indices, elle se fait par points. Le forex est en pips, les actions sont cotées en dollars ou en euros, et là on parle par points. Ok. Selon les indices, eh ben, il y aura un prix qui sera imposé selon les produits. Par exemple, pour le futur, bah, ce sera imposé. Donc si je prends le micro Nasdaq, il cotera à 2 dollars du point, le mini-do à 5 dollars du point, et ça c'est fixe. D'autres actifs comme les CFD, eux ils ont été créés par des brokers, donc c'est des cours fictifs, ça c'est quelque chose d'autre, on verra peut-être ça après, mais c'est des cours ou des produits qui ont été créés par les brokers pour donner accès au marché financier à des particuliers et aux plus petits capitaux de pouvoir investir sur les marchés financiers. Donc ça c'est pour les indices. Analyse technique face à analyse fondamentale. C'est deux termes que tu as très sûrement déjà entendus. On va comparer un petit peu tout ça, voir ce qu'il en est, voir les différences et est-ce qu'on peut utiliser les deux ou est-ce que chacun est totalement indépendant. Donc, l'analyse technique pour commencer, c'est l'étude des prix. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on observe le passé pour prédire le futur, avec des graphes, avec des tracés, on va utiliser des zones et plein d'outils, plein d'indicateurs, mais le but premier, c'est de prévoir, entre guillemets, le futur, de faire des paris sur le futur. Donc l'analyse technique, c'est le reflet de la psychologie humaine, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Comme je le dis, on utilise des tracés chartistes, ce qui fait que plus de gens vont utiliser ça, plus ou mieux ça fonctionnera. Okay, comme je le notais là, c'est un phénomène d'autoréalisation. On va étudier les graphiques, encore une fois, je l'ai dit, les zones de prix, utiliser des indicateurs et déterminer le meilleur timing pour entrer sur les marchés et pour jouer les fluctuations. C'est ça qu'on veut. Donc on fait du court terme. On ne va pas forcément faire du long terme en trading, même très rarement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse technique, ça reste une science très subjective et qui est libre d'interprétation. Certains vont voir une chose alors que d'autres auront un point de vue totalement différent. Alors que le graphique en lui-même, c'est exactement le même. L'art et le talent, on va dire, ou ce qui fait la force de certains, c'est de voir les choses et de les interpréter correctement, et surtout de savoir timer le marché, d'interpréter les choses de la meilleure façon possible et les signaux qui sont envoyés par le marché. Ça, c'est l'analyse technique, c'est-à-dire donc on va lire uniquement le graphique. Après, on va voir l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est le contraire.
on étudie des événements économiques. Donc la macroéconomie, la microéconomie, la géopolitique, enfin bref, tout ce qui se passe dans le monde d'un point de vue monétaire et fluctuation des monnaies, bref, l'économie dans sa globalité. Ça va être les discussions, les décisions des banques centrales, les taux d'intérêt, les prévisions, les résultats, les rumeurs, autres chiffres d'entreprises et autres, tout ça, ça va avoir des impacts sur le marché. Et l'analyse fondamentale, bah, c'est le fait d'analyser ces événements et de prédire l'impact que ça va avoir sur le marché. Donc là, il y a quand même deux choses bien distinctes. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire les deux? Alors, la relation entre l'analyse technique et fondamentale, comme j'aime utiliser cette comparaison, c'est un peu comme Apple et Samsung. Ok. Soit on aime l'un, soit on aime l'autre, mais rarement les deux. Personnellement, je ne suis pas un expert en analyse fondamentale, je ne suis absolument pas économiste et je n'ai pas la prétention de l'être. Je ne sais pas interpréter les nouvelles économiques. Ok, je ne sais pas pourquoi te dire, ou je sais pas te dire pourquoi les chiffres du chômage vont avoir tel ou tel impact sur ce marché-là. Ok, maintenant je sais que voilà, si les bons chiffres sont bons, ça va avoir une telle réaction. Si les chiffres sont mauvais, mais ça c'est avec le temps. Maintenant, j'utilise quand même un calendrier économique pour voir un petit peu quand les annonces vont sortir et selon, bah, j'évite d'entrer en position où je vais en tout cas patienter. Ok, ça va m'aider dans mon timing. On parlait avant de timing dans la partie graphique. Bah, moi, je vais utiliser aussi l'analyse fondamentale pour timer mes entrées. Ok, donc je ne vais pas entrer par exemple sur la paire euro-dollar si on a une news qui va impacter le dollar dans quelques minutes. Ou je ne vais pas entrer sur une action si je sais que le lendemain on a les publications des chiffres de l'entreprise. C'est tout des petites choses, mais voilà, auxquelles il faut faire attention. Ok, donc même si mon approche elle est majoritairement basée sur l'analyse technique, je pense qu'on peut et on doit utiliser les deux. Ok, chacun a ses pour et ses contre. Ça sert à rien d'être dans une équipe ou dans l'autre. Ok, donc moi, j'utilise principalement l'analyse technique, un petit peu aussi l'économie à côté, surtout comme je l'ai dit, les calendriers économiques. Donc ma réponse, c'est oui, on peut utiliser les deux et prendre le meilleur de chacun selon sa méthode. Il n'y a pas de méthode miracle, de choses qui marchent à 100%. Le mieux, c'est de prendre un petit peu partout et puis de créer, entre guillemets, sa propre méthode ou de s'adapter à ce qui va le mieux pour soi.